Numéro 70, Scar. Scar représente le modèle de méchant Disney qui m'enchante le plus. Les méchants qui se sentent de mériter le pouvoir et qui font les messes basses les plus sournoises pour y arriver. Le plus intéressant, c'est que malgré ses intentions de sale enfoiré, on arrive sincèrement à ressentir une légère empathie quant à sa frustration autour de sa situation de départ. Le tout en ne cachant pas un ton cynique des plus savoureux à observer. Oh, il est temps que j'apprenne à faire la révérence. Et son complot durant la première moitié de film qui montre toute la vilainie dont il est capable le rend détestable, mais délectablement détestable. C'est un de ces méchants qu'on adore détester parce que sa personnalité est tellement fourbe qu'elle en devient jubilatoire. Dommage que dans la seconde moitié ça ne soit plus qu'une loque sans grand intérêt. Voilà pourquoi il n'est que 70e, mais son rôle dans la première moitié reste quasi parfait. Numéro 69, Ursula. C'est un pur hasard qu'elle soit tombée sur ce numéro. Et ne sous-estimons surtout pas l'importance du langage du corps. Je vous jure. Mais force est d'avouer que déjà le film joue bien sur son physique disgracieux obscène, à échelle Disney, faut pas exagérer non plus, pour bien souligner le personnage, une sadique qui aime profiter des faiblesses des autres. On sent bien que ça a été son fond de commerce pendant un long moment et qu'elle prend plaisir à écraser les espoirs des gens. En ça, elle est bougrement perturbante. Et c'est très bien illustré tout au long du film par ses nombreuses réactions quasi orgasmiques lorsqu'elle a l'ascendant et qu'elle prend le pouvoir. Elle a les gimmicks habituels qu'ont beaucoup de méchants mégalos, mais elle est inégalable en matière de sadisme. Numéro 68, Lilo. À nouveau, d'après les deux films principaux seulement, si on s'étendait plus loin que ça, je ne pense pas qu'elle serait dans la liste. Lilo est un vrai cas d'enfant turbulent, mais alors que ça a tendance à m'agacer un peu d'habitude, ici on joue très intelligemment sur ce caractère. Lilo fait ses caprices, s'enferme dans son imagination, mais d'une part c'est exécuté de façon humoristique assez efficace, son comportement enfantin est assez unique et apporte de nombreuses situations cocasses. Je suis donc en retard parce que j'ai dû aller à l'épicerie pour acheter du beurre de cacahuète parce qu'à la maison il n'y avait rien d'autre que du temps pourri. D'autre part, ça lui donne un côté si à part que ça crée une vraie solitude chez elle qui est très touchante, fortement appuyée par la tragédie qui touche sa famille. Autre part, ça permet de créer un très bon arc autour d'elle, où elle parvient à surmonter sa solitude sans renier sa bizarrerie qui fait d'elle ce qu'elle est. C'est une petite fille drôle et touchante, très unique en son genre, en dépit de certains actes un peu discutables, mais on va un peu laisser passer ça. Numéro 67, Buzz l'éclair. Vers l'infini et au-delà. Le brave type. Ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont est géré ce comportement de héros sans peur et sans reproche, très basique à première vue. Sa fausse conviction de départ amène de bons moments comiques, mais une fois qu'il a conscience de ce qu'il est pour de vrai, il passe par une crise identitaire qui est très intéressante à envisager psychologiquement parlant, mais qui va trop vite. Par contre, c'est après ça que ça devient vraiment bien. Il en vient à accepter son vrai rôle, en conservant les valeurs qui l'ont porté, mais en les appliquant au cadre de sa vie véritable. L'entraide, la fidélité, le courage, la noblesse, il ne renonce pas une seconde à ses vertus, bien qu'ayant conscience de sa situation. Et ça montre qu'on peut avoir de vraies valeurs honorables, même à petite échelle. Ça ne lui donne pas un développement de ouf gueudin en soi, mais ça en fait un très bon modèle sur le principe. Numéro 66, Carl Fredriksen. Ou le personnage qui était trop bon pour le scénario. Durant tout le film, Carl est porté par un amour fort, tragique et réaliste, qui le poussera à progresser dans une certaine direction avec une détermination tellement touchante qu'il est difficile de ne pas ressentir d'empathie forte envers cet homme. Et le fait qu'il finisse par se rendre compte que cet amour ne doit pas devenir une obstination et qu'il doit apprendre à continuer d'être heureux de lui-même fait de ceci un des arcs de personnages les plus émouvants, si ce n'est le plus émouvant que Disney a jamais fait. Sur le papier, parce qu'à nouveau c'est illustré par une intrigue centrale très discutable, mais les intentions se ressentent néanmoins très fortement et ça arrive tout de même à en faire un personnage sincèrement touchant. Numéro 65, Shan Yu. Bouh. Tout simplement imposant. La façon dont son armée se coordonne, la cruauté sèche dont il fait preuve, le sentiment de défi constant qu'il affiche, couplé à une pointe d'effronterie fière, tout ceci rend le personnage très intimidant. On joue très bien sur son apparition par bribes au début du film, en nous faisant surtout constater l'impact de sa présence, par dire ou par observation des faits accomplis. Ça fait très bien monter la sauce pour le moment du grand affrontement, et ça n'en rend la prouesse de Mulan que plus satisfaisante. Mon seul problème, c'est qu'il aurait pu partir avec un peu plus de panache. Ou un peu moins selon comment vous l'interprétez. Numéro 64, le clochard. J'apprécie énormément son évolution au fil des deux films. C'est le débrouillard insolent qui, à son contact avec Lady, apprendra à chercher un peu plus que la liberté sans attache qu'il s'est forgée. En payant le coût de son insouciance, il en grandira de façon certes un peu éludée, mais très satisfaisante sur le principe. Et dans la suite, on le montre avoir du mal à défendre le style de vie qu'il a adopté, via les caprices d'un petit con, mais ça note pas le poids à son développement en tant qu'amoureux et en tant que père qui doit accepter puis défendre une nouvelle voie, le tout sans manquer de bons moments de légèreté et de courage fort.
Numéro 63, Shere Khan. Oui, son combat final est un peu décevant et la suite le gère de façon assez rabaissante, mais en dehors de ça, il en impose comme pas deux. Quelle attrayante nouvelle. Introduire ce personnage par sa réputation et la crainte qu'il suscite, sans le montrer, est assez brillant en soi et instaure une vraie attente très forte à laquelle il répond très bien lorsqu'il apparaît enfin. Il sait très bien varier le côté distingué et menaçant au fil de toutes ses interactions, ce qui le rend tout particulièrement intimidant. Rien que sa façon d'éclipser K qui s'est avérée être assez redoutable par le passé en dit long sur sa dangerosité. C'est un grand méchant excellemment instauré du début à la fin, et si la fin ne m'avait pas donné une impression de soufflet qui retombe, il serait encore mieux classé que ça. Numéro 62, la mère de Bambi. En général, quand un personnage est seulement caractérisé par sa fonction dans une histoire, ça ne le rend pas particulièrement marquant. Mais ici, c'est une des très rares exceptions. Cette biche n'est définie qu'en tant que mère de Bambi, c'est pour ça qu'elle n'a même pas de nom dans l'histoire. Mais c'est un personnage de mère tellement bien senti et tellement identifiable qu'elle en devient véritablement attachante. Tu ne dois jamais sortir de la forêt comme un étourdi. Il peut y avoir du danger. Elle fait partie des deux personnages de cette liste dont la fonction première est de développer le protagoniste, mais il le développe si bien qu'ils en deviennent encore plus prenants que lui. Son lien avec Bambi est si réel qu'on peut difficilement s'empêcher de ressentir pour elle presque la même chose que ressent notre héros. C'est assez exceptionnel qu'un personnage fonction soit réussi à ce point et ça mérite amplement d'être mis en avant. Numéro 61, Sarah Hawkins. On ressent très bien en elle la femme débordée qui essaye de faire de son mieux avec la situation qu'on lui donne. Comment j'y arrive? Je suis pratiquement au bout du rouleau. Son attache envers Jim est là aussi très identifiable et elle campe parfaitement la mère inquiète dont on ne souhaite que voir la situation s'améliorer. Ses réactions aux décisions de Jim passent très naturellement et accentuent avec beaucoup d'efficacité le lien mère-fils qui va vraiment porter notre héros dans son aventure. C'est un peu comme la mère de Bambi mais qui arrive à avoir un petit peu plus pour elle qu'un rôle de personnage fonction réussi. Numéro 60, Kronk. C'est peut-être le personnage le plus drôle que Disney ait jamais fait, si on ne compte pas trop la suite. Chacune de ses interventions me fait au grand minimum sourire. Il est certes un peu neuneux, mais ce n'est qu'une facette de sa comédie. Il est aussi dynamique, sociable, affreusement positif, et il a une vraie originalité dans ses intérêts et ses réactions, même quand elles reprennent des éléments clichés. Écoutez les gars, vous êtes en train de m'embrouiller, alors disparaissez. Ou je vais devoir résilier mon abonnement. Il a certains des passages les plus marrants qu'il m'ait été donné de voir chez Disney, et c'est tout. Je sais, pas grand chose à dire, mais quelquefois il vaut mieux parfaitement réussir un seul élément que d'essayer d'aller plus loin et de plomber complètement le personnage. Oui, ça marche aussi pour ça. Numéro 59, Anna. C'est une approche très intéressante de quelqu'un qui a goûté à la solitude une grande partie de sa vie, même si ça aurait pu être mieux amené. Les domestiques sont des vraies personnes aussi. Mais cela nous offre de nombreux moments à la fois drôles et touchants autour du personnage. Ça lui donne une candeur tout à fait trognonne qui donne envie de l'accompagner tout au long de son périple, où elle fait preuve d'un courage certain pour nouer le contact avec sa sœur. Ça rend le personnage admirable sur de nombreux points, notamment à la fin où elle est prête à beaucoup par amour familial et où elle apprend à grandir de cette expérience. Je n'aurais pas été contre qu'on développe un peu plus certains points en comparaison à d'autres, mais ça apporte malgré tout un développement et une conclusion de personnage très attachant et satisfaisant. Numéro 58, Lady Tremaine. Une méchante qui montre bien que la taille des enjeux ne fait pas tout dans une intrigue. Le but de Tremaine est juste de s'assurer une place dans la société en casant ses filles et en contrôlant la vie de Cendrillon qu'elle traite comme une paria de par son statut. Une mentalité relativement courante pour l'époque dépeinte. Et pourtant elle montre une telle fierté, une telle application, un tel mépris dans sa façon d'appliquer cette mentalité qu'elle en devient sincèrement antipathique dans un très bon sens narrativement parlant. Son besoin de s'élever et de contrôler ce qui lui est possible est particulièrement oppressant au sein du premier film et se voit même bien développé par la suite, surtout dans le troisième film où on peut explorer ce qui se passe quand elle se voit accorder plus d'options. C'est quelqu'un qui fait relativiser sur les problèmes qu'on peut avoir avec sa belle-mère. Numéro 57, Vanellope Van Schwitz. Comme pour Lilo, elle a un comportement gamin très bien géré à travers l'histoire du film. Son côté curieux, puéril et indiscret lui donne plusieurs moments amusants, mais appuie aussi très bien le côté paria qu'elle se traîne et la façon dont ça la mine et dont elle essaye de vivre avec. Pour tout le monde ici, je suis qu'un parasite. On dit même que j'aurais jamais dû exister, alors qu'est-ce que je peux espérer de mieux? Cette situation justifie de façon assez touchante la plupart de ses actions et on se sent assez investi par son besoin d'être reconnu, qui fait un très bel écho à celui de notre protagoniste. Et j'apprécie particulièrement le fait qu'elle ne renie aucunement ses épreuves qui ont fait d'elle ce qu'elle est une fois que sa situation s'arrange à la fin. Ça affiche une vraie fierté bien placée du personnage qui la rend très plaisante. Numéro 56, Hercule. Merci. Si j'arrive à vraiment apprécier ce personnage malgré son côté boy scout neuneux, ça doit être parce que c'est le genre de héros que j'adorerais voir plus souvent
souvent dans l'approche ultra cynique qu'a pris Hollywood récemment autour de la chose. Superman, dont notre héros Disney s'est légèrement inspiré, représentait une vision positive, peut-être un peu naïve de la justice, mais très sincère et qui pousse à vouloir adhérer à cette vision naïve. Hercule incarne très bien ça, en ayant le pouvoir de faire passer sa vision et d'y adhérer les gens, même certains des moins conciliants. Et le film arrive à mettre le personnage à mal sans dénaturer le propos. Il passe par les affres habituelles du consumérisme, du questionnement de soi, des peines de cœur et des manipulations diaboliques, sans jamais réellement renier la philosophie qui le maintient. En fin de compte, ça en fait un super-héros très classique dans le genre, mais un type de super-héros pour lequel j'aurai toujours de l'admiration. Numéro 55, Elsa. Un cas très prenant de personne prise dans la tragédie de sa vie. Ses pouvoirs de naissance et les événements malheureux qui surviennent engendrent une situation très poignante avec l'enfermement de ce personnage sur elle-même. Ça offre un détachement du monde très dramatique autour d'elle et des nombreuses complications qui échappent à son bon vouloir. Ce qui amène le spectateur à ressentir une énorme empathie envers ces différents moments de lâcheté, triste ou tonitruant, mais toujours compréhensible. Je déplore un peu qu'on ne se soit pas autant étendu sur elle qu'on ne l'aurait dû, mais c'est une antagoniste de circonstances tragiques, excellemment écrite dans le développement de l'histoire. Numéro 54, Yzma. L'un des meilleurs méchants comiques pour moi. Kuzco est incontestablement le film le plus drôle de Disney Animation Studios à mes yeux. Ce qui n'est pas si extraordinaire que ça, vu que c'est l'un des rares à se centrer très majoritairement sur sa comédie. Et Yzma est parfaitement incorporée au ton du film. Elle a un caractère sarcastique fort, un tempérament hautain et une attitude plaintive parfaitement exploitée sur le ton de l'humour. Un peu comme Kuzco en fait. Sur pas mal d'aspects, c'est une némésis plutôt bien pensée pour notre héros. On lui donne une personnalité un peu mourue qui la démarque dans le film. Mais en termes d'approche, elle est très similaire à notre empereur au départ, et ça crée un conflit ma foi intéressant en termes de ton qui offre un tac au tac très vif dans la façon dont ils se perçoivent l'un l'autre. Et ça ne l'empêche pas d'avoir d'excellents moments comiques indépendamment de ça. Numéro 53, Sully. C'est le bon gars aux aspirations simples, il veut juste une bonne carrière et se rendre utile. Il dégage une vraie sincérité dans tout ça, et c'est ce qui rend son attache envers Boo particulièrement attendrissante. Il voit toute l'innocence et la gentillesse qu'elle dégage malgré ses a priori et ça amènera une conviction de la part de notre héros très prenante au fil du film quand il voudra que tout soit fait pour le mieux pour elle. C'est la sincérité simple du personnage par rapport à cet enfant qui va l'amener à traverser ce qu'il va traverser et à se remettre en question. Et c'est un développement tout bête mais monstrueusement efficace. Numéro 52, le Capitaine Crochet. Sans prendre en compte les moments exagérément gamins autour du crocodile dans cette version de Peter Pan, le Capitaine Crochet est un excellent mélange entre le méchant comique et le méchant menaçant. Ses réactions d'énervement et d'agacement offrent les meilleurs moments humoristiques du film, et sa filouterie et cruauté illustrent un comportement vraiment retors propre à tout chien de pirate qui se respecte, même un peu dans le second film. Il arrive à en être à la fois amusant à suivre et légèrement terrifiant. Les légères manières qu'il affiche par moments aident beaucoup à le démarquer et à le rendre assez inoubliable. Ce misérable garçon ne sera qu'une encoche sur le fourreau de mon sabre. Comme quoi, on peut être sanguinaire et un peu distingué. Numéro 51, Mufasa. Ah, le père modèle dans toute sa splendeur. Ce que j'aime chez... Coucou les fans Disney. Qu'est-ce que... Bonjour, sans pseudo, que me vaut ce plaisir? Bon écoute, tu ne peux pas parler de ce personnage. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune légitimité. En 100 vidéos soi-disant Disneyphile, tu as à peine évoqué le Roi Lion. Et les rares fois où tu l'as fait, c'était pas toujours en bien. Disney, ça se résume pas qu'au Roi Lion. Donc tu m'excuseras, mais je vais prendre la main pour cette fois. Très bien. Des persos Disney, il y en a beaucoup que j'ai appréciés. Mais la liste diminue grandement si je dois me concentrer principalement sur ceux qui m'ont marqué. Et Mufasa en fait partie. Bon, certains feront toujours la blague du peuple se laissant dévorer sans rien dire, ou encore les abus de Mufasa sur son personnel, mais cela reste un personnage très humble, noble, certes imposant, mais qui dissimule ses inquiétudes et garde un profond respect pour le cycle de la vie. Toute la scène où Simba se fait gronder pour avoir désobéi est forte et montre tout le respect que Simba a pour son père et l'amour de ce dernier pour son fils, dévoilant son plus gros point faible, qui le perdra. Bon d'accord, sa mort aide beaucoup dans le fait qu'il m'ait marqué, mais son impact est décuplé par les différentes scènes centrant sa relation et ses interactions avec Simba que l'on a vu avant. Ce lien père-fils est tellement sincère que l'on peut facilement s'identifier. Sa mort est un coup de poing émotionnel, déchirante du début à la fin. De la découverte du corps sans vie à la détresse de Simba, impuissant et culpabilisant. Une mort que l'on trouvera injuste. Ce que le monde est, mais qui amplifie notre satisfaction de voir Simba grandir de cette épreuve et enfin retrouver sa place. Je pense que beaucoup ont grandi un peu après avoir vu le Roi Lion.
Bon, j'ai fini. Ah, c'était cool, merci. Rassure-moi, ça va pas se reproduire, ça. Ah, là, je peux rien te promettre. J'imagine qu'il va falloir faire avec. Numéro 50, Hélène Parr. C'est à la fois une femme au foyer et une super-héroïne, et le film joue très bien à marier les deux statuts. Ses devoirs super-héroïques sont très bien complétés par ses responsabilités de mère et vice-versa. Restez cachés, veillez bien l'un sur l'autre. On ressent sincèrement son vécu entre les deux périodes dépeintes dans le film et l'évolution de ses obligations en tant que personne. Ses moments de mère et d'épouse sont sincères et identifiables, et ses moments d'héroïne sont prenants. Les uns se mélangent bien avec les autres en créant des motivations de personnages à la fois très classiques prises séparément et très originales prises ensemble. Numéro 49, Bob Parr. La même que sa femme, mais avec un élément en plus. Bob est lui aussi bien géré en tant que mélange père de famille / héros. Mais en plus de ça, les Indestructibles jouent sur un élément certes pas très folichon pris à part, la crise de la quarantaine. Dans la situation que crée le film, Bob se trouve dans une routine de vie qui lui est insupportable. Et si ça peut paraître très terre à terre à la base, à nouveau c'est très bien complété par son statut de héros réprimé. Ça apporte pas mal de moments de besoin identitaire très efficaces en termes de psychologie du personnage qui le rendent à mon sens très rattachable et plaisant à suivre. Numéro 48, Bob Razowski. D'un Bob à l'autre, on passe à une autre crise identitaire encore plus prenante pour moi. Si Monstre et compagnie permet davantage à Sully de briller, le film de Bob est clairement Monstre Academy. Sa persévérance à vouloir poursuivre un but pour se prouver est très poignante et on ressent vraiment les efforts qu'il fournit et tout ce que ça signifie pour lui. Contrairement à toi, j'ai dû travailler très dur pour entrer à l'université. Et la morale que veut faire passer le film lui donne une réelle profondeur. Car malgré tous ses efforts et sa volonté, il ne peut pas atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. J'ai rarement ressenti une peine aussi véritable pour un personnage fictif, tant sa déception est rattachable. Et c'est un vrai soulagement de voir qu'en fin de compte, ses efforts n'auront pas été vains et que ça l'amènera quelque part. Certes, on se souvient surtout de lui pour ses gags, qui sont sympathiques, mais pour moi, il y a une vraie pertinence au-delà de ça. Numéro 47, sa sucrerie. Oui, en dépit de ce nom-là, je trouve que c'est un des méchants Disney les plus réussis. Il est assez grotesque en apparence, mais il joue bien là-dessus en apportant de nombreux moments comiques et en s'en servant pour ne pas trop susciter l'attention sur lui. Parce qu'en fait, c'est un très bon manipulateur qui se sert assez intelligemment de son image pour avoir ce qu'il désire. Tu n'attraperais pas un binoclard, mon garçon? Ce qui me plaît le plus autour de lui, ce sont ses intentions. Elles sont très bien amenées au fur et à mesure du film, via une mise en scène plutôt bien réfléchie, et elles reflètent excellemment l'univers dépeint, les craintes que cet univers peut susciter et les extrêmes vers lesquels on peut être poussé. C'est un méchant qui en cache bien plus qu'il ne le laisse paraître, à plus d'un sens. Numéro 46, Phébus. Le héros du film souvent négligé, et je trouve ça un peu injuste parce qu'il a plus pour lui que sa beau gosse attitude. En dehors de son charme, la jeune Smith, il a une véritable évolution au fil de l'intrigue. C'est un militaire très à cheval sur les principes de la loi, qui sait à qui il doit répondre, mais il a aussi conscience des abus où le mènent ses principes, et essaye d'abord de concilier son devoir patriotique et son devoir moral en restant dans le cadre de la loi pendant un temps. Ça rend le moment où il décide enfin de renier cette autorité légale d'autant plus satisfaisant. Pour moi, c'est un excellent arc de personnage qui justifie totalement le fait de finir avec la fille à la fin, avec laquelle il a une alchimie tout à fait charmante au passage. Numéro 45, Basil de Baker Street. Un excellent héros qui marie très bien l'action et la réflexion en toute justice envers le modèle qu'il a inspiré. C'est un plaisir sincère de suivre cette souris dans son mode de pensée, ses idées farfelues mais réfléchies et les nombreux moments où il démontre son intelligence et sa créativité de façon souvent satisfaisante. Le côté enfantin de certains moments me gêne un chouïa, mais c'est balayé par les nombreux passages convaincant qui démontre la psyché assez fascinante d'un personnage de génie excentrique bienfaiteur. Merci, Dose. Et maintenant, on sourit. Numéro 44, Le génie de la lampe. tout le monde l'adore et c'est pas pour rien. Il sait être drôle et dynamique de façon très créative et offre de nombreux instants légers mémorables. Il arrive aussi à se définir comme plus qu'un comique de service. Il a des aspirations de liberté très touchantes qui entrent très bien en jeu dans l'intrigue et lui permettent d'aller un peu plus loin que l'histoire très classique qu'on raconte de base. Avoir su développer aussi bien un personnage type souvent relégué au second plan, c'est le cas de le dire, c'était une idée de génie. Numéro 43, Jeanne. Jeanne. Ou comment créer un personnage extraordinaire pour une histoire qui ne le mérite pas. Jeanne est un personnage d'enfant tragique, véritablement touchant. En devant gérer une situation de danger constant, sans la présence de figure paternelle, elle a assumé un rôle de responsabilité où elle a dû se forger une carapace et penser aux priorités avant de penser à son bonheur à elle. D'une part, ça lui donne une personnalité débrouillarde et anormalement mature pour son âge qui crée un bon contraste avec le monde du pays imaginaire, et d'autre part, ça fait ressentir une peine sincère pour cette fille qui, à cause des circonstances, a dû se fermer à son enfance. Enfantillage.
Sauf que c'est pas ce qu'on devrait ressentir. On devrait la blâmer d'être une rabat-joie et de ne pas croire aux contes de fées, cette garce. Scénario de merde. Excusez-moi, je suis censé être positif, pas vrai? Et même si son rôle est très mal géré au sein de l'histoire principale, la backstory de Jeanne est très émouvante et apporte de nombreux moments forts autour du personnage. Numéro 42, Jane Porter. Même prénom, même nationalité, mais pas grand chose à voir à part ça. Non, non, je ne veux pas de ces larmes de crocodile. Jane est la femme distinguée par excellence, qui au fil de ses contacts avec notre héros apprendra à voir une autre facette du monde ainsi que d'elle-même. C'est l'amoureuse de soutien type, mais manipulée avec beaucoup d'applications. Son attirance pour Tarzan est gérée de façon très mignonne au fur et à mesure du film et on sent une véritable empathie de sa part envers notre homme singe et ses préoccupations. Son tiraillement par rapport au choix qui lui est offert est magnifiquement exécuté en parallèle de celui de Tarzan et instaure parfaitement sa décision finale qui nous laisse sur un énorme sentiment de satisfaction. Numéro 41, Aladdin. Ah, qu'il est trognon, qu'il est sexy. On sent dans les premières minutes de film comment sa vie d'enfant des rues l'a forgé, en lui donnant son caractère très léger, sa rancœur quant à sa situation et malgré tout son altruisme pour ceux qui sont dans le besoin. C'est une âme charitable avec des rêves plein les yeux qui suscite énormément de sympathie et qui est très efficacement introduit. En plus de ça, il sait être particulièrement malin, la plupart du temps, ce qui ajoute une vraie valeur sûre en comparaison à beaucoup d'autres héros qui ne font que se battre pour régler leurs problèmes à la fin. C'est un personnage très classique dans son principe, mais diablement percutant dans son exécution. Tu seras toujours un prince pour moi.